être moderne, être jeune, c'est être patriote. Vous dites que sa famille ne s'exprime pas. Par rapport à nous, voilà. Moi, je voudrais savoir si vous seriez prêt, par exemple, à nous faire confiance. Est-ce que vous croyez que nous sommes capables de refaire une chose comme nous? Ah ben non, alors là, vraiment, je crois que toute génération a ses formes d'expression. Et alors là, je fais confiance aux générations. D'ailleurs, en Allemagne, on le voit, une grande majorité des jeunes sont dans le mouvement pacifiste, dans le mouvement écologiste. Ils manifestent beaucoup plus qu'ils ont manifesté en 68. Donc effectivement, je vous fais confiance. Il y a des problèmes de structure en France. On est coincé entre la droite conservatrice et la gauche conservatrice. Et c'est là qu'il faut... Ces deux-là, il y a un immense terrain. Il faut quitter le marxisme complètement déblayé qui nous embête. Je dis ça pour l'ajuster. Et il faut trouver une nouvelle voie. Et alors là, effectivement, je vous fais confiance. Je vais te dire où je veux aller. C'est très simple. Non, pas du tout au centre. Ça, c'est Jean-François Kahn. Il ne faut pas comparer. Il ne faut pas comparer. C'est pas du tout. Par exemple, il y a quelque chose de très clair. On peut donner un exemple où il faut aller. Il y a d'un côté les Américains qui nous bassinent et qui nous disent il faut que vous déployiez des fusées chez nous. Nous, on dit non merci. D'un autre côté, il y a les Russes qui nous disent on a des fusées qui vont vous protéger. On dit non merci. Entre ces deux-là, effectivement, pour l'expression d'un mouvement autonome, il y a de la place. Mais seulement il ne faut pas, c'est pas M. Hermine, c'est pas M. Charny, c'est autre chose. Et c'est ça qu'il faut développer. Bien Charny, que Benny prend exactement le même parti que Georges Segui, qui, à ma connaissance, est en France un animateur du comité des 100 pour le patrimoine. Ne racontez pas des larmoyants. Segui n'a pas été manifesté à Berlin-Est alors que nous, les copains, ont été manifestés à Berlin-Est. Mais oui, mais on a été manifestés contre les SS1 à Berlin-Est. Et ça, M. Segui ne fera pas, il va sucer les SS1. Je veux dire à ton niveau, il manifestement le sait fort, que le mouvement pour la paix, l'appel des 100 qui a mené manifestation l'an dernier et qui appelle, s'il vous plaît, vouloir parler, c'est aussi écouter. Oui, mène la lutte contre l'implantation des pershings, notamment dans les pays européens, et contre les SS-20. Il ne faut pas l'oublier. Contre les Russes, quitte l'Afghanistan et quitte la Pologne. C'est ça qu'il faut dire aussi. Une seconde, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous permettez. Je vais parler, Campana. Nous allons une fois qu'il y a des choses intéressantes, les activités vont attendre 10 minutes. Évident qui menace la paix. Bon, voilà donc un extrait de ce film soviétique un peu manichéen, certes, c'est le moins qu'on puisse dire, mais vous êtes aussi, vous, manichéen, quand vous vous exprimez, quand vous dites, ce que tout à l'heure l'amiral Sanguinetti rappelait, plutôt voir mon enfant en cendres que d'imaginer au goulag, c'est aussi extrême, ça. Parce qu'après tout, votre enfant en cendres, c'est presque une certitude, si l'arme nucléaire est employée, le goulag, c'est pas une certitude, on peut y échapper. Personnellement, je ne me permets pas de choisir pour mon enfant entre les cendres et le goulag, en me rappelant d'ailleurs ce que Solzhenitsyn écrit sur les mouflets du goulag, c'est-à-dire que des enfants dans des camps de concentration, ça sert d'objet sexuel aux gardiens. Alors, le choix est absolument terrible. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas à choisir, qu'il ne faut ni rouge ni mort, qu'il ne faut donc éviter la guerre nucléaire, qu'il faut donc éviter la guerre nucléaire en évitant d'induire en tentation ceux qui possèdent des armes nucléaires. C'est quand même assez remarquable ce qu'on a vu sur l'Union soviétique. C'est exactement ce que Orwell appelle le double langage. Orwell, l'auteur de 1984, dont on célèbre aujourd'hui le prophétisme. Oui, c'est le double langage. C'est-à-dire, nous avons des armes de paix, eux ont des armes de guerre. Nous avons toujours voulu la paix, eux veulent toujours la guerre et n'ont pas connu les leçons de l'histoire. Ça s'appelle un film de propagande. Alors, pour être bref sur les Russes, je pense que 95% de la population russe veut la paix et la veut ardemment.
Simplement, elle ne contrôle pas ces maréchaux. Elle n'a aucun moyen de les contrôler. Elle ne sait pas ce qui se passe en Afghanistan, elle ne sait pas ce qui se passe en Pologne. C'est ça le fond du problème. Et si on ne peut pas contrôler les maréchaux de l'intérieur par l'opinion publique, il faut bien les contrôler de l'extérieur en leur faisant courir des risques, en les rappelant à la raison. Moi, je pense que les dirigeants soviétiques ne sont pas des petits saints. Les Russes ont eu 20 millions de morts de fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont eu aussi entre 20 et 60 millions de morts dans le Goulag. Et là, la responsabilité des dirigeants soviétiques est absolument énorme. Ces intellectuels-là m'ont toujours emmerdé. Nous, d'une autre trempée et une singulière extase, nous de l'épique et de la déraison, nous des fausses années, nous des filles barrées, nous de l'autre côté de la terre et des phrases, nous des marges, nous des routes, nous des bordels intelligents. Oh, ma sœur, la violence, nous sommes des enfants. Moi, je veux dire que il y a un sacré illogisme entre le fait que on nous a reproché de ce côté de ne pas être suffisamment révolutionnaire. Mais Cohn-Bendit vient de le dire, il a dit à Yvan Levaille l'autre matin, ça a été toute son action pendant mai 1968. J'avais deux ennemis, le pouvoir de droite, mais tout autant les communistes. Bien sûr. Alors, on dit au Parti communiste, jouer un rôle révolutionnaire, et on passe son temps à combattre le Parti communiste. Expliquez-vous. J'ai jamais été trotskiste. Moi, je ne demande pas au Parti communiste d'être révolutionnaire, quand je ne demande pas à un réactionnaire d'être progressiste. Ça, il y a des complications qui ne font pas. En tout cas, vous montrez bien de quel côté vous êtes. Vous regardez le Parti communiste français. Effectivement, je crois que pour la suite. Pour ce qui nous On a l'impression qu'aujourd'hui vous êtes plus pacifiste qu'anti-soviétique, ce qui n'était pas le cas autrefois. Ah mais moi j'ai toujours été anti-soviétique, mais j'ai jamais été au PC, donc j'ai pas besoin de faire de la surenchère. Moi j'ai pas besoin de me blanchir. Tandis que d'autres, pour ce qu'ils ont dit avant, moi je suis toujours anti-soviétique. J'étais en Pologne, j'en suis revenu malade. Moi je me battrais avec tout ce que j'ai pour qu'il n'y ait pas un système comme en Pologne, en Union soviétique. Vous étiez en Pologne avant l'ouverture des procès, avant là, tout récemment. L'ouverture du procès, avant il y a 8 jours, 10 jours, et c'est une société horrible, tout est contrôlé, etc. Et ces hommes qu'on a vus là ont beaucoup de courage, le courage de se battre, et le courage de dire, eux vraiment, quand ils disent vieux vaut être mort que rouge, ils le font. C'est pas sur la place de Paris qu'on fait ça. Et je veux dire que des fois, dans le temps, on utilisait les Vietnamiens, on se battait contre les Américains parce qu'on avait du courage à Paris. Aujourd'hui, on utilise les Polonais, les Afghans, qu'est-ce qu'on a du courage à Paris? C'est la même structure mentale, c'est ce que j'attaque. Moi, je veux bien débattre. Il y a des problèmes où je ne sais pas la solution. Mais c'est ce côté un peu, nous ici, on a tout compris, on a raison, et les autres, même si on dit le contraire de ce qu'on avait dit il y a 10 ans. Alors, quand vous dites la Pologne, j'en suis revenu malade, c'est parce que vous avez le sentiment que ça se referme, oui, ça se referme, mais il n'y a aucune perspective, parce que tout se décide à Moscou. Et qui va changer quoi à Moscou? Un mouvement social, Gorbatchev le réformiste, il faut l'espérer. Et c'est pour ça que moi je suis pacifiste. Il faut essayer de trouver des moyens pour que ça se dégèle en Union soviétique. C'est la seule chance des Polonais. C'est la seule chance des autres. J'avoue qu'elle est bien mince. Pourtant, moi, le problème là, alors, Hitler, c'est ensuite Jean-François Gall. Ils donnent des leçons justement au nom de leur ancienne appartenance au communisme, au stalinisme. C'est là où on ne peut pas être d'accord. Longtemps, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais chez vous, tout ça. Bon, ils donnent des leçons, mais parce qu'il dit, et moi je le sais parce que j'étais stalinien. Alors, je suis désolé, il y a un certain nombre de gens ici qui ont une cinquantaine d'années. En 54, par exemple, c'était très à la mode d'être communiste. Si on voulait avoir l'air intelligent, il fallait être communiste. Et c'était l'époque où un certain nombre de signataires d'un appel dont on a peut-être parlé tout à l'heure. Voilà, alors j'étais aussi au PC, et il y a des gens aussi qui à ce moment-là se sont dit, tiens, pourquoi je ne serais pas communiste moi aussi? Alors dans notre cas, c'est un peu difficile à défendre, je comprends, puisque elles ont pu changer, les opinions. Oui, elles ont changé sur certaines choses, elles n'ont pas changé sur les choses fondamentales. C'est vrai qu'il fallait être contre la bombe atomique tout de suite après Hiroshima, mais c'est vrai aussi que les pays qui luttaient contre les dangers atomiques maintenant possèdent ces armes atomiques. Alors, c'est pas nous qui avons changé, c'est eux. Alors peut-être il faut atteindre la sagesse et l'égoïsme total de dire, écoutez, je me suis trop enthousiasmé, j'ai trop
trop pleuré, maintenant, faites ce que vous voulez, je m'en vais. Après 5 années dans les services des forces nucléaires stratégiques, je me suis rendu compte qu'une guerre nucléaire était inévitable si l'on ne changeait pas notre politique de défense. Les armes qui, hier encore, étaient conçues pour ne pas être utilisées, pour ne pas servir, sont aujourd'hui élaborées en vue d'une utilisation lors d'un conflit nucléaire que l'on pense pouvoir être limitable tant géographiquement que quantitativement. C'est omettre que de nombreux pays sont à l'heure actuelle en passe de se doter de ces mêmes armes atomiques, des pays qui militairement et politiquement sont instables. Terrorisme, mais également fanatisme et idéologie sont à l'origine de nombreux conflits qu'ils entretiennent depuis de nombreuses années. Face à ceci, nos belles théories militaires n'ont plus prise sur la réalité et deviennent proprement de l'utopie. Il est donc urgent, pour ne pas dire vital, que nous entamions un processus de désengagement. Mais pour que celui-ci puisse être réalisé, il est indispensable qu'une alternative à la défense armée soit élaborée. Cette alternative, de nombreux chercheurs, des savants, des médecins, mais aussi d'anciens militaires, des mouvements politiques même, tels les Verts ou le mouvement pour une alternative non violente, l'ont étudiée. Il ne manque plus, pour élaborer un institut de recherche sur la résolution des conflits par la défense non violente, que votre soutien. Cette alternative non violente ne s'applique pas au seul problème de la guerre, mais aussi à la crise, qu'elle soit économique, politique ou industrielle. Car si la course aux armements procure quelques emplois, elle représente également un véritable gouffre financier de plusieurs milliards de francs qui seraient beaucoup plus utiles, pour ne pas dire indispensables, pour l'aide aux pays du tiers-monde, pour également l'aide aux chômeurs et au développement de notre pays. Voilà pourquoi le secrétaire général des Nations Unies déclare que seuls les peuples du monde peuvent pousser les gouvernements à s'engager sur la voie du désarmement et qu'il incombe à la communauté internationale de polariser l'attention sur le lien entre le désarmement et le développement. Jean-Louis Cahu, donc, qui connaîtra le 17 juin le sort que lui réserve le tribunal de Nîmes. Enfant, vous n'avez plus de roses, ni de plumes, ni de chapeaux. À qui la faute, à qui la cause, s'il n'est plus de fleurs, ni d'oiseaux? Les roses sont artificielles, l'oiseau qui passe, on le flinguait, et sur les statues officielles, des pigeons noirs, seuls font le guet. Mon fils étant la fleur de l'âge, et moi qui viens du temps jadis, je m'en vais pointer au chômage, où s'inscrira bientôt mon fils. Ô jeunesse, retiens tes larmes devant le mur de l'avenir, et si ton pays vend des armes, ce n'est pas pour t'entretenir. L'existence qu'on nous fait vivre nazie au creux des transistors, pour du dollar et de la livre, du Deutschmark et du lingot d'or. Un ministre prend la parole, notre avenir dépend, dit-il, de l'indispensable pétrole et du prix d'achat du pari. Nous voilà déjà nucléaires et vous verrez tout va changer. Ne craignez rien, laissez-vous faire, puisqu'on vous dit c'est sans danger. Mais d'autres disent le contraire, monsieur Rostand, monsieur Bombard. Mais ce sont des retardataires, de grands rêveurs, des gens à part. Sur les fleuves et sur les vagues, les poissons vont, le ventre à l'air. Au large du cap de la Hague, on immerge les containers. Alors je rêve que s'éloignent comme voiliers sur l'océan toutes les îles de Bretagne, de Belle-Île, jusqu'à Ouessant. Les pauvres gens, on les entasse. C'est qu'expliquent les promoteurs, les mètres carrés en surface ne sont rentables qu'en hauteur. C'est ainsi que les morts eux-mêmes, qu'hier encore on enterrait, ont des cimetières HLM. C'est incroyable. Et c'est vrai. Enfant, vous n'avez plus de rose, ni de plume, ni de chapeau. À qui la faute, à qui la cause, s'il n'est plus de fleurs, ni d'oiseaux. Vous êtes Premier ministre, vous êtes socialiste. Est-ce que vous avez le sentiment de vous comporter, de prendre des décisions qui sont celles d'un Premier ministre socialiste? Je ne regarde pas le petit livre tous les matins avant de me lever, mais je crois que oui. Ce qui est vrai, c'est que dans l'heure actuelle, il y a pas mal de brouillage de notions.
qu'auparavant on avait le sentiment qu'il y avait des choses très très clivées, très séparées, et que sur certains points il y a des rapprochements. Par exemple. Un exemple. Pendant très longtemps, la droite était contre la décentralisation. Maintenant, elle est pour tout le monde et pour la décentralisation. Pendant longtemps, la gauche ne s'est pas occupée des contraintes économiques. Maintenant, elle s'en occupe. Donc, ce terrain-là, je dirais, c'est un terrain où tout le monde est d'accord. Il y en a d'autres, heureusement. Mais cela étant dit, je crois qu'il y a quand même 2 ou 3 grands principes qui séparent la gauche et la droite. Premier principe, égalité des chances. Égalité des chances, pour moi, c'est fondamental. Ça veut dire que, ça commence à l'école, ça va au-delà. Ça veut dire vraiment que dans notre société, il faut œuvrer pour que